Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@cosavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui un immense plaisir de retrouver, il me tire la langue en face de moi, David Abiker, dans un épisode un peu spécial puisqu'on tourne cet épisode en extérieur, en pleine balade de Charlie, le chien de David. Salut David. Salut Mathieu. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, puisque je double mon plaisir, celui d'être avec toi et en même temps de promener mon chien. Et j'en ajoute un troisième, c'est qu'il fait beau. C'est vrai qu'il fait froid, mais il fait beau. Ouais, on est au bois de Boulogne, là, il fait beau. Il y a les canards ont l'air sereins. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que je peux te demander de te présenter, David ? Je vais me présenter. Alors, je suis né le 11 février 1969. Je suis le fils d'un homme né à Casablanca et d'une maman née à Lille. J'ai moi-même eu des enfants à l'âge où mes parents ont eu des enfants. J'ai eu un chien quand mon père est mort, quelques jours après. Alors je m'étais juré de ne pas avoir de chien parce que c'était trop de contraintes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je mesure 1m90, je pèse 102 kilos, c'est trop. Je suis au régime. T'es au régime permanent ? Depuis quand t'es au régime ? Je suis au régime depuis une semaine. Ah, d'accord. Ça va. Les gens qui sont au régime sont comme les gens qui arrêtent de fumer. Ils sont un peu obsessionnels au départ, donc ils parlent de leur régime ou de l'arrêt du tabac. Alors que quelqu'un qui mange énormément, il te dit pas « en ce moment, je mange énormément ». C'est uniquement s'il se prive. C'est comme un fumeur, quand il fume, il te dit pas « ah, en ce moment, je fume ». Non, c'est « en ce moment, j'ai arrêté de fumer » ou « en ce moment, j'ai arrêté de bouffer ». Mais il te dit pas l'inverse. C'est curieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On va parler boulot. Je sais qu'on se définit beaucoup par le travail, mais voilà. Donc, je peux aussi dire que depuis quelques semaines, j'ai une double personnalité. D'accord. Je me suis inventé un double, espèce de chanteur sans répertoire, mi c'est Jérôme, mi Robert Plante, enfin une espèce de truc. Et donc, dès qu'il y a une soirée déguisée ou une occasion de faire le con, je deviens Franck François. Franck François, que j'ai aperçu sur LinkedIn notamment. Hein. Ouais, je l'ai mis sur LinkedIn et ça a suscité pas mal de réactions. Mais visiblement, ça crée de la joie. Un type en costume léopard avec des boots léopard, ça crée de l'ambiance sur LinkedIn. Tant mieux d'ailleurs. Sans filtre, hein, Franck François. Hein. Si, il y a toujours un filtre. Alors ça, pour les réseaux sociaux, c'est le meilleur filtre qui soit, puisqu'on passe son temps à y mentir. Mais justement, les réseaux sociaux disent toujours « ah, c'est fait à la maison, c'est bio, on est au naturel ». C'était ça la promesse d'origine, mais en fait, on s'est aperçu que tout le monde mentait sur ses vacances, sur ses plats, sur son bonheur. Donc, je me suis dit, c'est un lieu de mensonges, les réseaux sociaux. Et de fake news, évidemment, d'infox, de tout ce que tu veux. Et donc, je me suis dit, quitte à mentir, autant se mettre en scène. Et donc, pour moi, je ne mets rien qui soit classiquement privé sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mes enfants, il y a mon chien. Je considère que mon chien a une vie publique et que je peux le mettre en scène, ça ne le dérange pas. Et puis, il y a des personnages ou des situations un peu rigolotes. Et notamment, il y a ce Franck François là, qui a quand même des produits dérivés. Il a des t-shirts. Peut-être un jour, il aura des mugs ou des biscuits.
D'accord. Tu m'as conseillé la boîte d'une jeune femme que tu avais interviewée, Chanty. Ouais. Et j'ai regardé son site et effectivement, je suis très tenté à l'idée de faire des biscuits du genre Charlie vous remercie. Charlie, c'est le nom de mon chien. Ouais. Et pour remercier les gens qui caressent Charlie au bureau, leur offrir des petits sablés avec Charlie vous remercie. Les caresses en retour, quoi. Voilà, ouais. Une petite caresse, un biscuit tout. Écoute, c'est très je tiens quand même à préciser. Donc, on est dans le bois de Boulogne, Ouais. à côté en bordure de Paris, et on se balade, toi avec ton micro vert, moi avec mon micro rose, avec Charlie qui est dans les parages. D'ailleurs, il est plus dans les parages. Si, je viens de me retourner. Il arrive, le voilà. il arrive au galop avec sa balle. Au galop. Et les gens nous regardent, nous balader, moi avec mon casque, un légèrement plus petit que toi. Mais il faut dire que tu as choisi des micros qui se voient de loin. Parce que le tien est rose pétard et Ouais. moi vert fluo. Donc, Voilà. Et donc les gens nous regardent très très bizarrement avec une sorte de sourire, se disent mais qu'est-ce qu'ils font ces deux igles? voilà. D'accord. Et donc tout ce parcours. Alors les réseaux sociaux, on en parle un peu justement. Je vais y revenir peut-être plusieurs fois, mais c'est un truc sur lequel tu as toujours été très à l'aise, j'ai l'impression. Les réseaux, en fait, ça a commencé il y a longtemps parce qu'en fait, quand j'ai commencé dans le métier de la chronique Ouais. à la télévision, j'ai commencé avec Daniel Schneiderman. D'accord. J'avais écrit dans les journaux, c'est l'époque où j'étais encore consultant ou DRH de la Monnaie de Paris. J'écrivais dans les journaux et déjà j'étais très content. Et puis un jour, Schneiderman m'a proposé de venir faire des chroniques à Arrêt sur Image, l'émission qui était diffusée le dimanche midi Oui. sur France 5. Et assez rapidement, à cette époque-là, vers 2003, vers 2004, les blogs sont apparus. D'accord. Et on a décidé de faire un blog avec Schneiderman. Et donc, en 2003-2004, il y avait peu de gens qui bloguaient. Enfin, il y avait déjà beaucoup de blogs, mais les journalistes ne s'intéressaient pas trop à Internet, ils ne voyaient pas trop ce qu'ils pouvaient faire avec. Et nous, je ne veux pas dire qu'on était pionniers, hein, loin de là, mais on avait décidé de tremper un orteil dans la piscine. Et voilà, on a fait un blog. Et de blog en aiguille, quand Twitter est arrivé, on m'a proposé de faire du tweet et Facebook et tout ça. D'accord. Et à chaque fois, ça a été assez naturel je vérifie en fait la difficulté de ces enregistrements sauvages. Oui. C'est qu'à un moment, je me dis, ça se trouve, j'ai pas appuyé sur Rec. Donc là, je vérifie que j'ai bien appuyé sur Rec. C'est l'angoisse. Ça fait, ouais, exactement. C'est l'angoisse. Je suis Mais on pas aurait un pu gros- recommencer, hein, parce Ouais. que je peux être très naturel 2 fois de suite. On aurait pu faire pareil. On est bon, tu vois, Bon. ça fait 6 minutes 15 qu'on enregistre, Voilà. tout va bien. Donc maintenant, c'est bon. J'aurais T'as bien mis ton sac à dos, là il faut le mettre sur les 2 épaules. Ouais, quand ouais, même, ouais, parce je qu'il y a le- du je le matériel dedans, tu seras plus à l'aise et ça va moins secouer. Alors, du coup, mais c'est vrai que ce blog, j'y reviens, ça a été un grand succès. Ça s'appelait le blog. Big Bang Blog. Ouais. Et c'était quelque chose qui était quand même très consulté, où il y avait des gens qui participaient aussi, non? Ah oui, c'était un forum. Très communautaire. Hein. C'était déjà... les forums marchaient déjà énormément. Hein. L'émission, Arrêt sur Image elle-même avait un forum D'accord. de gens qui commentaient l'émission. Et donc, le blog a été un prolongement qui a duré le temps qu'il a duré. Il a dû durer 2-3 ans. Et puis ensuite... Arrêt sur Image a migré sur Internet après avoir été chassé de France 5 en 2007, Ouais. me semble-t-il, et ils ont réinventé l'émission sur Internet. Moi, j'ai quitté mes histoires, enfin, j'ai quitté mes fonctions dans l'entreprise classique et j'ai eu la chance de pouvoir faire de la radio et d'entrer à France Info. Et alors, c'est tout ce parcours qui est quand même vraiment intéressant, c'est que tu as eu plusieurs vies professionnelles, Ouais. dont, on va dire, deux grandes et peut-être des sous-parties après, probablement Ouais. plus au total, mais on va dire une vie très plus corporate dans les RH. Et tu vas me raconter Oui. un peu ce que tu faisais, comment tu as D'accord. commencé, et voilà. Tu as grandi à Paris, toi, déjà? Alors non, en fait, je suis né à l'hôpital Foch à Suresnes. D'accord. Mes parents ont vécu en banlieue parisienne et en 76, ils sont allés vivre en Normandie. D'accord. Et donc, j'ai dû faire du CE1 jusqu'à la 6e. En Normandie, j'habitais un bled qui s'appelait Fontenay-le-Pénel, D'accord. qui était à 17 km de Caen. Ok. Et donc, j'ai grandi à cette époque-là. C'est l'époque des jeux, des découvertes,
des Lego, des trucs. Et donc, j'ai grandi à la campagne. Et donc, on avait un espèce de corps de ferme dont on habitait seulement la moitié. Et il y avait des prés, des champs. Donc, il y avait un poney. D'accord, la vraie campagne. Il y avait pas des un chats. Village, hein, c'était... C'était un tout petit village, mais nous, on était... voilà, il suffisait que j'escalade le mur déguisé en Spider-Man et je me retrouvais dans un champ. Voilà. Et donc, ensuite, mon père bossait chez Philips et il a été muté à Marseille. D'accord. Il est allé diriger une succursale Philips à Marseille. Et donc, j'ai fait de la 5e jusqu'à la terminale à Marseille. Et ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai réussi le concours de Sciences Po. Et là, j'ai découvert ce que c'était que la vie parisienne. Quand je dis la vie parisienne, ce que c'était qu'être jeune à Paris. Ouais. C'était une jeunesse assez sage, hein. Mais enfin, j'ai découvert ça. Les Parisiens, ceux qui étaient dans le coup, ceux qui n'y étaient pas. Vers les années 90, quoi. Fin 80, 90. Ouais, je rentre à Sciences Po en 88. D'accord. Et j'en suis sorti en 91 pour faire mon service militaire. Bon, j'accélère un peu. Je fais mon service militaire dans l'artillerie, ça fait un peu vieillerie, tu vois, de raconter son service militaire. Bon, enfin, c'est une très belle année. Je me suis bien marré. C'était sympa. C'est quoi l'artillerie du coup? L'artillerie, ça veut dire? L'artillerie, c'est les canons. Quoi. C'est les canons, mais ça veut dire que tu concrètement, parce qu'on m'a toujours parlé, non, c'est un peu abstrait pour très moi. concrètement, tu prends des obus, tu les mets dans des trucs voilà. et puis Enfin, tu tires. ça, c'est ce que font les artilleurs de Napoléon. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça. Enfin, il y a encore je sais même pas, des canons. Oui, je pense qu'il y en a encore. Oui, oui. Mais globalement, enfin, moi, j'étais aide de camp du général. Donc, autant te dire que j'étais planqué dans un bureau. Mais c'était à Draguignan, à l'école d'application de l'artillerie. D'accord. Et donc, j'étais pas loin de Saint-Tropez, que j'ai connu, moi, hors saison pendant 1 an. Donc, c'était très agréable. Et voilà, donc j'en ai un bon souvenir. Et puis en plus, j'avais rencontré une jeune fille à l'époque dont j'étais très amoureux. Et donc, c'était très sympa. Disant cela, d'ailleurs, mon père me racontait, quand j'étais enfant, son service militaire, qu'il avait fait, lui, du côté de Marignane, à côté de Marseille, D'accord. puis à Montpellier, ou l'inverse, Montpellier, puis Marignane. Et il en avait un souvenir formidable. Et il avait gardé de son service militaire une ceinture que j'ai toujours, et son imperméable d'officier, qui était magnifique. Et moi, j'ai grandi donc dans l'admiration de mon papa, évidemment, et dans l'idée que le service militaire était quelque chose d'assez exotique. Alors, c'est peut-être pour ça que je l'ai bien vécu. Et donc, j'étais officier, quoi. Et tu as trouvé ça exotique, finalement, aussi? J'ai trouvé ça très sympa, j'en ai un très bon souvenir. Et il m'arrive de temps en temps de croiser d'anciens copains de service militaire, et même de chambrer. C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est comme des amis d'enfance, quoi. C'est comme une famille d'avoir fait son service militaire. Donc voilà. Alors, je reviens du service militaire. On est en 93. Tu es trop jeune pour le savoir, mais 93 est une année pour l'emploi en France abominable, et notamment pour les jeunes diplômés. Ouais. Alors ensuite, ça s'est routinisé un peu. Hein. Les jeunes diplômés ont du mal à trouver du boulot, etc. Mais enfin, c'était une galère. J'ai pointé au chômage pendant 6 mois. J'ai fait des stages. Enfin, vraiment, je me faisais chier. Et puis, un garçon qui s'appelle Patrick Veil, qui est spécialiste de l'immigration, qui est un grand chercheur et un intellectuel français réputé, m'avait embauché quand j'étais étudiant au service de la taxe d'apprentissage à Sciences Po, et on téléphonait toute la journée aux entreprises pour qu'elles nous versent la taxe, et comme ça on était payé par Sciences Po et on se faisait de l'argent de poche. Enfin, c'était un job étudiant. Et quand je suis rentré du service militaire, j'ai recroisé mon Patrick Veil et il m'a dit, écoute, il y a un job à Sciences Po, je te recommande. Et donc, je suis rentré à Sciences Po comme responsable attaché de direction de la section économique et financière. Ça s'appelait comme ça. C'était les élèves qui allaient faire des études de finance, d'entreprise. Donc, tu es resté à Sciences Po, en quelque sorte. Je suis resté à Sciences Po. J'y suis resté 5 ans. D'accord. Et pendant ces 5 ans, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques. J'ai fait un DEA de sciences politiques. Et alors, je suis obligé d'entrer dans le détail parce que ça explique la mobilité qui a suivi. Et à cette époque-là, je m'intéressais au consulting. Et je voulais quitter Sciences Po. Je me disais, je vais pas rester là des années et des années. C'est sympa, c'est un job de jeune, mais c'est pas un job pour vieillir. Et donc, je fais un mémoire dans le cadre de mon DEA sur le consulting dans les collectivités locales, le conseil. D'accord. C'était assez émergent à l'époque. Et le mémoire est bon, il est publié. J'en fais un papier dans les Échos. Et pour faire le mémoire,
j'avais interviewé un gars qui s'appelait Philippe Laurent et qui est maire de Sceaux aujourd'hui, qui est vice-président de l'Association des maires de France et qui m'a embauché dans son cabinet. Et donc, je suis devenu consultant comme ça. Et dans le même temps, je suis devenu conseiller municipal d'Asnières-sur-Seine. D'accord. Donc, j'ai fait un peu de politique, mais vraiment Donc, comme élu ça. Ouais, j'étais élu local. D'accord. J'étais conseiller municipal délégué au développement et l'économique, et puis ensuite au budget. Et quand tu fais tes études Oui. et tes masters, Ouais. ton trip, c'est quand même te dire je vais me faire élire. Tu dis je vais être président de la République Non, ou tu pas du dis, tout. Non, non. j'étais. Mon trip, c'était la notabilisation. D'accord. Je voulais devenir un bourgeois. Et en même temps, j'aimais bien écrire. Et en même temps, j'admirais beaucoup les profs qui étaient profs à Sciences Po. Est-ce que tu as réussi? Quelques années plus tard, oui, je suis vraiment devenu un bourgeois. Et de ce point de vue-là, mes ambitions matérielles sont à peu près comblées. Mais on n'est jamais content. La preuve, c'est que j'ai éprouvé, la cinquantaine arrivant, le besoin de devenir Franck François à mes heures. D'accord. À mes heures. Mais ça, bon, on y reviendra. Alors, donc, je rentre dans ce cabinet de conseil, j'y reste 3 ans et j'apprends beaucoup de choses avec Philippe Laurent, qui est un type que j'adore et que j'ai recroisé hier à Europe 1. Et on s'est tombé dans les bras, on s'est embrassé. C'est vraiment un homme exceptionnel. Et ensuite, un prof que j'avais eu à Sciences Po devient président d'une boîte publique qui faisait pousser du coton en Afrique. D'accord. Il m'appelle, il me dit voilà, ce serait bien, tu viens, tu t'occupes de la com, tu crées un site internet, il y a du lobbying à faire. Et c'était une boîte de ce qu'on appelle la France-Afrique, mais pas au sens tripatouillage du terme. C'était une boîte de coopération D'accord. qui avait, les 50 dernières années, aidé l'Afrique francophone à faire pousser du coton et tous ses dérivés dans la zone subsaharienne. Ok. Et avec le coton, on fait plein de trucs. On fait de l'huile, on fait évidemment du coton, on fait des granulés pour les animaux. Et évidemment, là où on fait pousser du coton, il y a de l'agriculture vivrière. Enfin, c'est un vrai truc de développement. D'accord. Donc, j'y passe 2 ans. Et ça flingue pas toutes les terres, le coton, ça fait pas partie de ces cultures qui. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais enfin, bon. Ouais. Je suis Ouais, pas à l'époque- convaincu à par l'ép- ça. D'accord. Très bien. Je suis pas convaincu par ça parce que il vaut mieux ça que rien. Ok. Et les ONG dans ce domaine-là sont jamais contentes. Et voilà. Donc c'était une époque où il y avait un vrai engagement de la France en Afrique et qui était un engagement de développement. D'accord. Alors évidemment, c'est jamais assez bien la France et l'Afrique. Oui. C'est toujours post-colonial, c'est toujours anti-développement, c'est toujours prédation, c'est toujours les blancs contre les noirs. Enfin, c'est toujours ce merdier-là dont on sort pas parce qu'on a l'esprit de système et d'idéologie. Au final, la France a quitté l'Afrique, c'est devenu un vaste marché libéral, alors que la France y avait apporté une forme de développement d'économie mixte, Ouais. puisque c'était des sociétés cotonnières franco-africaines d'économie mixte, qui étaient toutes d'ailleurs calquées sur le même modèle. C'était pas parfait, mais c'était pas mal. Aujourd'hui, bon, c'est les Chinois, les Libanais. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est autre chose et il n'y a plus la France. Voilà. Donc tu allais beaucoup là-bas? Oui, j'y suis allé 4-5 fois. D'accord. En Ok. 2 ans. Ensuite, le patron de cette boîte, Dovzera, a été nommé directeur de la Monnaie de Paris. D'accord. Je l'ai accompagné. Là, pendant 5 ans, je me suis occupé pareil de com et trucs. J'ai été nommé DRH. J'ai été 2 ans DRH. Au bout de 2 ans... Donc tu passes déjà quand même de la com à la DRH. Ouais. Ouais. Enfin, de la com à la com, puis à la DRH. Quoi. D'accord. Enfin, mais surtout là-bas, je commence à écrire de plus en plus. Je participais en dilettante à l'émission Arrêt sur Image. D'accord. Et puis... Comment, juste pour Oui. comprendre, comment tu te retrouves donc là, t'as entre... Comment je me retrouve à Arrêt sur Image? Ouais, t'as entre 7, 8, 10 ans d'expérience. Oui, voilà. Comment c'était une volonté de ta part? Parce que c'est pas un hasard quand même. Non, au contraire, je regardais Arrêt sur Image Ouais. et je me disais, si un jour je fais de la télé, c'est dans cette émission-là que je voudrais parler. Je voudrais D'accord. faire des trucs. Et donc un jour, je fais un papier sur la façon dont les hommes politiques communiquaient pendant leurs vacances. C'était il y a 20 ans. Hein. Et ce Enfin, papier, il est diffusé où? et alors ce papier il sort dans Libération. Ah, donc comment tu écrivais tu poussais... J'envoyais des tribunes à Libération et j'emmerdais un mec qui s'appelait Jean-Michel Elvig, D'accord. à qui je dois un peu beaucoup. Parce que je lui écrivais, on disait, alors vous la passez quand ma tribune? Tu vois, je me Ouais. faisais chier comme ça. Il devait se dire, mais il est malade ce mec. Parce que quand tu connais pas la presse, tu penses qu'elle est à toi.
On pourra en reparler, mais tu penses que si tu as écrit un truc, le journal, c'est un service public et qu'il est plus là que pour tribuner. Surtout si tu es un gros fan du journal, il y a un côté un peu très... t'es un peu possessif, un peu psycho, tu vois. Et donc, j'avais publié un truc dans Libération, je l'avais envoyé à Schneiderman, on avait déjeuné ensemble, et ça a été un coup de foudre professionnel. D'accord. Enfin, pour moi, en tout cas, Schneiderman, je l'admirais beaucoup et tout ça. Je reviens sur ce point précis, juste sur l'histoire des tribunes. Alors ça peut paraître un peu vieillot, mais t'en écris toujours déjà ou pas ? Ça vient, on en parlera plus tard, mais de tribunes ponctuelles, je suis devenu chroniqueur professionnel. Mais en tout cas, c'est un truc qui existe pour les gens qui nous écoutent. Oui. Moi, ça m'arrive de recommander à des gens. Tu dis, ça c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Je prends Louis Dumoulin, qui est mon associé en Angleterre. Il me racontait récemment, par exemple, que le drame du Brexit, c'est pas uniquement le fait que l'Angleterre sorte, mais c'est aussi le gâchis de temps. Que ce soit, mais même en perso, c'est-à-dire dans tous les dîners, on parle que de ça. Les hommes politiques ne parlent que de ça, les entrepreneurs, les entreprises, etc. Et en fait, il y a, je sais pas, mais le temps passé, une déperdition d'énergie. Mais quel rapport avec les tribunes ? Eh ben, je lui dis, mais ça, c'est hyper intéressant de la part d'un Français qui s'est installé 2 mois avant le Brexit en Angleterre, de faire toi-même potentiellement écrire une tribune sur le ressenti vraiment de ce nouveau. Et je lui dis, et en fait, tu peux écrire des tribunes et passer dans la presse. Bien sûr, quand tu es un peu expert dans ton truc, tu t'en rends pas compte. Moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent en disant « Ah, votre parcours est marrant, qu'est-ce que je peux faire pour faire pareil ?» Et alors moi, évidemment, je dissuade d'entrer en journalisme aujourd'hui parce que je pense que c'est une profession un peu sinistrée. Ou alors, il faut vraiment avoir la foi. C'est comme devenir curé. En revanche, je leur dis, si vous aimez ce truc-là, écrivez des tribunes, faites un blog, écrivez, suis-moi. Tu vas pas te perdre. Je te fais le chemin dans le bois de Boulogne, puisqu'on est au bois de Boulogne, Mathieu. Je te fais le chemin que je fais avec mon chien. Très bien. Et avec tous les gens que je vois. Parce que si je vois des gens, vu mon mode de vie, je me lève à 3h du matin pour la revue de presse d'Europe 1. Ce qu'on n'a pas encore abordé, mais enfin bon. Voilà. Et donc, je dors le matin jusqu'à midi. Je déjeune à 13h. Ensuite, je vais à Canal enregistrer une émission qui est diffusée le soir. Et à 16h, je suis après l'enregistrement, je viens promener le chien. Et donc, si je ne le fais pas, si je promène pas le chien ici, j'ai pas un moment de détente vraiment, tu vois, où j'ai marché, bon. Alors, je reviens à l'histoire de la tribune. Je reviendrai là-dessus parce que c'est important. Oui, alors la tribune, j'envoie la tribune à Schneiderman et il m'embauche à Arrêt-sur-Image et je continue à travailler parallèlement. Il se trouve qu'à la Monnaie de Paris, entre 2000, j'y passe de 2000 à 2007, de 2002 à 2007, et là, la dernière année, j'ai un cancer. On me détecte un cancer colorectal. Qui est un cancer qui soigne bien à l'époque ou Non, c'est un cancer qui, quand il est pris à temps, est un cancer qui s'opère. Mais enfin, quand tu as 37 ans, que tu crois avoir des hémorroïdes au cul, enfin des hémorroïdes tout court, c'est un pléonasme, et que tu vas... on est en train de s'en mêler. Non, on a les fils là, c'est bien. Charlie, viens ici. On s'est trompé de chemin. On va prendre celui-là. On parle de ton cancer de manière très casual. Casual cancer. Donc, et donc on te trouve le truc, et là tu défailles, quoi. On t'annonce ce truc. Femme enfant à l'époque. J'avais femme et enfant, et je me souviendrai du trajet, de tout ce qui s'est passé juste avant, pendant, après. Et il se trouve que c'était dans une période très particulière, puisque j'avais écrit un livre. D'accord. Et ce livre s'appelait Le Musée de l'Homme, et il a terriblement bien marché. Enfin, pour l'époque et pour un débutant, tu vois, mais j'ai une pleine page dans Le Parisien, etc. Et j'ai la pleine page dans Le Parisien, le 26 novembre. Je fais l'émission de Ruquier, on a tout essayé, je crois, en fin de journée, qui était vraiment l'endroit où il fallait aller pour vendre un livre, etc. Enfin bon, le 26 ou le 27. Je vais faire une soirée pour le livre au Musée de l'Homme, puisque ce livre s'appelait Le Musée de l'Homme, le fabuleux déclin de l'Empire masculin, au Musée de l'Homme, avec 200 personnes. C'était formidable. On a fait une lecture sur scène avec le directeur du musée. Et puis 2 jours après, je vais chez le procto, et là, il me dit « Cancer, mon ami ». Et donc, ce qui est fou, c'est cette histoire autour de l'homme et du musée. Alors c'est marrant parce que tu as quand même un truc. Alors c'est pas marrant, excuse-moi, cette histoire. Mais il y a beaucoup de choses marrantes dans cette histoire. Ce qui est assez fou, c'est que tu as quand même souvent ce lien
J'ai l'impression, il y a une sorte de... Je sais pas s'il est naturel et il vient tout seul, mais là tu parles du musée de l'homme, un livre sur les hommes que tu appelles le musée de l'homme, donc t'as machin, ce cancer, enfin, et j'ai l'impression que ta vie, elle a genre un fil conducteur. Bah moi justement, j'ai passé mon temps à me dire est-ce qu'elle en a un. Et mon père qui était DRH me disait mais il faut avoir un projet professionnel, etc. Et moi je nageais, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis laissé un peu balloter par les opportunités parce que très franchement, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais il y a un truc qui a commencé à sortir quand la trentaine a approché, c'est que j'avais envie d'écrire et de m'exprimer. Et donc, on ne peut pas parler de vocation journalistique, mais d'une vraie vocation de chroniqueur. Et donc, elle commence à s'exprimer à Arrêt-sur-Image. Ensuite, il y a ce livre, qui n'est pas un livre, c'est un livre d'humour, mais bien fichu et qui a bien marché, dont on me parle encore. C'est quoi bien marché ? Bien marché, je sais pas, j'ai dû en vendre dans toutes les versions. Il a été traduit en coréen, en italien. En anglais ? Non, pas en anglais. Bizarre. Parce qu'il y avait déjà beaucoup si tu veux, c'était le moment où on parlait des hommes métrosexuels, etc. Aux États-Unis, chez les anglo-saxons, ils étaient déjà sur ce coup-là. Okay. C'était pas leur truc. Mais en France, je sais pas, j'ai dû en vendre 30 ou 40 000, tu vois. Oui, d'accord. C'était pas mal. Un petit succès, souvent, on peut dire c'est 14 et 15 000, donc là, t'es quand même sur un truc bien. Ouais. Non, c'était bien. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de presse et de trucs comme ça. Et grâce à ça, j'ai décroché une chronique dans Marie-Claire qui a duré 8 ans, sur les relations hommes-femmes, un truc un peu humoristique aussi. Si tu veux, j'ai acquis petit à petit le déguisement ou la panoplie du gars qui peut être chroniqueur. Parce que tu peux dire aujourd'hui je suis chroniqueur et puis continuer à être DRH de la Monnaie de Paris et tu vas pas le devenir. Mais quand tu fais des chroniques toutes les semaines à Arrêt-sur-Image, que tu as publié quelques papiers dans l'IB, que tu as un livre qui sort, t'as des opportunités. Et là, il y en a une autre. Et t'es payé pour tout ça ? Arrêt-sur-Image Arrêt-sur-Image, j'ai été payé. Le livre, j'ai été payé en droit d'auteur. Le blog avec Schneiderman, je ne sais plus de quelle façon, mais nous a permis à un gars qui est mort malheureusement aujourd'hui, qui s'appelait Alexandre Boussageon et qui était au Nouvel Obs, de proposer à Radio France à un garçon qui s'appelait Patrick Roger et au directeur de France Inter à l'époque. C'était le patron de France Info. Voilà, Patrick Roger. Exactement. Mais à l'époque, il faisait le journal de 8 heures et le petit matin sur France Inter. Et le directeur de France Inter, me semble-t-il, était Gilles Schneider. Et il nous embauche avec Boussageon. Alors j'étais déjà Arrêt-sur-Image, j'avais déjà fait le livre. Il nous embauche à faire des chroniques à la radio tous les 2 jours sur les blogs. Ok. Et donc, voilà, bon, tout ça se met un peu en même temps, mais il y a une rupture avec le cancer. Et avec le cancer, je me dis, bon, c'est Parisot qui disait la vie est précaire. Hein. Quand on lui disait ouais les contrats précaires, elle disait mais la vie est précaire. Et je me dis merde, c'est vrai que la vie est précaire. Je vais quand même pas rester dans un bureau toute ma vie. Là, je dois prendre le risque d'abandonner le sacro-saint CDI et de prendre un CDD. J'ai l'opportunité d'entrer à France Info. Et là, j'ai sauté à pieds joints dans le truc. Patrick Roger a quitté France Inter, est devenu patron de France Info. Et là, je suis resté 3 ans à France Info, à me marrer comme une baleine et à apprendre le métier. Et alors, par rapport à ton annonce du fin novembre 2007 2006. 2006. Ouais. T'as ton. Non, 2005. Le cancer, c'est 2005. C'est fin novembre 2005. Donc, il m'annonce le truc. Il t'annonce le truc. Alors, donc, effectivement, le cancer colorectal se soigne plutôt bien quand il est pris à temps. Moi, j'avais une tumeur qui n'était pas diffusante, donc j'ai fait que des rayons. J'ai pas fait de chimiothérapie. Et puis, j'ai fait, en tout et pour tout, 15 jours d'hosto après une opération assez longue, de 5 heures, où on m'a coupé 20 cm de trucs. On m'a refait le côlon. Comme de la chirurgie esthétique mais cachée, tu vois. Le tuyau, on me l'a refait. J'ai eu une poche artificielle, tu vois, comme ça tes auditeurs sauront tout. Mais il faut dire les choses parce que comme on parle pas du tout de la mécanique du cancer et des opérations, les gens sont dans une espèce de fantasme, c'est un mot qui fait peur. Moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que j'ai souffert ? Ouais, mais moins que quand j'ai eu un accident de voiture 10 ans auparavant et que j'ai eu le bras en écharpe pendant 5 mois en faisant de la rééducation. Par contre, j'ai eu très peur. Et dans la tête, tu t'es vu. Parce qu'en plus, si tu veux, tu as toute une phase quand on te diagnostique ça dès le premier examen. Donc, c'était pas un examen, enfin, c'était un examen du gastro-entérologue, tu vois, à l'œil nu, si j'ose dire. Là, il te dit, il y a de fortes chances que la biopsie soit négative.
Et donc, tu traduis dans ta tête, et puis il te dit, bah oui, c'est un cancer, mais ça s'opère bien aujourd'hui. Puis tu rentres chez toi, t'appelles tout le monde en disant j'ai peur, tous les médecins que tu connais, pour qu'on t'explique le truc. Et puis petit à petit, d'examen en examen, on te dit le pronostic vital n'est pas engagé, ça va bien se passer, etc., etc., etc. Et maintenant, ça fait 2005-2019, ça fait 12 ans. Ouais. Mais je suis resté, je suis redevenu à la mort de mon père hypocondriaque. On notera que David n'est pas un. J'ai fait une mauvaise liaison d'ailleurs. T'es pas un grand mathématicien parce que 2005-2019, ça fait 12 ans. 2005-2019, non, ça fait 14 ans. Bravo. Pardon. Ça fait 14 ans. Alors, non, mais t'as raison. En me moquant, je me suis pris le pied dans le tapis. Non, pas de fake news, t'as raison. Il faut une information rigoureuse. Alors, je ne sais pas si tout ça est très clair. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est auditeurs. Alors, par rapport à tout ça, et ce qui est intéressant, c'est comment tu le vis. C'est pour ça que ce que tu viens de nous raconter. Mais à quel moment, par rapport à cette date, tu pars et tu te dis, je vais faire autre chose. C'est une sorte de réaction ou c'est un. En fait, comme je faisais déjà à France Inter des trucs dans le journal de Patrick Roger, et que Patrick Roger a le vent en poupe et qu'on le nomme patron de France Info, je lui dis Patrick. Alors, il y a un truc très important. C'est que pendant toute la phase où j'ai été en arrêt maladie, je venais de commencer les chroniques à Radio France. Tu leur as rien dit ? Si, je leur ai dit, je me mets en arrêt, mais j'ai dit à Patrick, je veux pas lâcher la chronique. Et Patrick Roger, si tu veux, au mépris de toute la réglementation et de ce qui se fait, est venu à la maison avec un technicien de Radio France. Et moi, j'avais quand même des chroniques d'avance. Et comme on faisait un jour sur deux, on a réussi à tenir quasiment comme ça 2 mois avec les chroniques d'avance que j'avais faites. D'accord. Et c'était quoi tes chroniques ? C'était des chroniques qui présentaient des blogueurs. D'accord. À l'époque, le blogueur était une singularité. C'était un phénomène de société. Donc, j'ai rencontré plein de gens d'Internet comme ça. Ce qui est bien, parce que tu t'es fait un beau carnet d'adresses, j'imagine. Ça faisait un peu inversé. Ouais, ça faisait, ça s'appelait Blog à part. Oui, je me souviens. Blog à part. Et donc, c'était ça, il y a 14-15 ans. Et donc, Patrick Roger vient à la maison, me fait les trucs, et puis ça crée un lien extraordinaire. Enfin, moi, Patrick Roger, je roule les cadavres dans les tapis pour lui, s'il me demande. Et donc, quand il va prendre la direction de France Info, je le sais 3-4 mois avant, je lui dis alors, je veux. Et il finit par m'emmener. Et comme il rénovait un peu France Info et que France Info avait besoin d'une chronique qui parle de ce phénomène des réseaux sociaux et des blogs, j'ai été l'homme au bon moment et où il fallait. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, donc ça c'est l'entrée en radiophonie, en télé c'était fait, et puis après je suis devenu espèce de chroniqueur pro quoi, et j'ai réappris tout le métier. T'as des contrats, tu as dit CDD, ou donc t'as des contrats toujours un peu précaires, d'année en année. Ouais. Depuis ce temps-là toujours. Ouais, depuis ce temps-là toujours. J'avais un contrat que je signais chaque année à France Info, et puis ensuite je suis allé j'ai quitté France Info en 2010. J'ai fait la rentrée 2010-2011 à Europe 1, et donc ça fait 8 saisons ou 9 saisons que je suis à Europe 1. Et c'est des contrats d'1 an, Qui sont renouvelés chaque année avec une renégociation de salaire, un truc, un machin. Et moi, j'ai eu la chance de progresser jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on m'a confié au départ une chronique, ensuite une émission, et puis ensuite une émission par semaine. Ensuite, il y a eu des clics et des claques avec Guy Birenbaum. Et puis ensuite, il y a eu c'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain. Et puis au bout de 4 ans de c'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain. Moi, j'en avais marre de ne pas avoir de week-end. On m'a proposé la revue de presse qui correspondait à un fantasme de départ en radio. Pour moi, le chroniqueur de radio, c'était le mec qui faisait la revue de presse, tu vois. Alors, j'avais rien demandé, etc. Laurent Guimier m'appelle, il me propose, et je lui dis oui, toujours en me disant à chaque fois, est-ce que je vais être capable ? Alors ça, c'est le truc habituel, c'est que je pense que tout ce que je fais, c'est de la merde, que j'y arriverai jamais, que je suis pas un vrai journaliste, j'ai un peu le syndrome de l'usurpateur, quoi. Et tu l'as toujours, même quand tu regardes ce que tu as fait derrière, tu te dis... Ah ouais, je regarde jamais ce que j'ai fait derrière, et je le regarde en me disant, c'est pas grand-chose finalement. Vraiment, c'est pas grand-chose. Donc t'es quand même une sorte de freelance,
je cherche ce nom qu'on a de mercenaires, Oui. qui d'année en année renouvellent des contrats un peu précaires. Oui, T'as mais une quand même, il y a une société, fidélité. David Habiter Corporation ou Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été quand même fidèle à Europe 1. Enfin, je suis fidèle à Europe 1 depuis 8 ans ou 9 ans. Europe 1 m'est fidèle, d'ailleurs. Et puis, j'ai eu, à côté d'Europe 1, j'ai eu divers employeurs qui ont été Paris Première, où j'ai été très, très heureux. Et maintenant, Canal+, où je suis très, très heureux aussi. Mais c'est ça. En fait, je vois ça, quand je dis mercenaire, je vois le bon côté, parce qu'il y a une fidélité, mais enfin, elle peut s'arrêter. Eux peuvent te dire à un moment, il y en a marre, toi aussi. Mais il y a aussi ce côté où tu as une vraie de freelance, une free liberté. C'est-à-dire que tu peux choisir d'en rajouter autant que tu veux, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ou faut peut-être faire attention à un moment. Mais ouais, il y a une époque où je faisais beaucoup de choses. Et depuis 2-3 ans, enfin non, depuis 4 ans, j'ai un peu levé le pied. C'est-à-dire que je m'abstiens de trop me disperser. D'accord. Pour faire mieux ou pour avoir plus de temps? Pour avoir plus de temps. Ouais. Depuis que mon père est mort. Quand mon père est mort, si tu veux, en 2014, je me suis mis à psychoter très fort et à devenir un peu hypocondriaque. D'accord. Et ça a duré pendant 4 ans, d'angoisse, d'examens médicaux dans tous les sens, tout le temps. Enfin, vraiment une vraie hypocondrie que j'ai un peu calmée cette année. Et donc, et je me suis dit, il faut vraiment que tu aies du temps pour toi. Et on est là, tu vois, Mathieu. J'ai pas sacrifié pour aller m'enfermer dans un studio cette balade que je fais tous les jours avec mon chien, parce que je crois que c'est vraiment important. Alors, je suis pas dans la méditation ou la pensée, comment on appelle ça? La pensée, merde. Pas la pensée positive, il y a plusieurs... non, pas la pensée, je sais plus comment on dit. C'est là, ah merde. Oh là là, comment on dit les trucs là? La méditation. Non, c'est la pleine conscience. La pleine conscience. Ah, la pleine conscience. Le mot pleine conscience se met à toutes les sauces maintenant. J'ai une nutritionniste qui m'a dit. Elle me parle même de repas de pleine conscience. C'est par opposition à la méditation transcendantale, mais. J'en sais rien, je comprends pas le truc. Mais enfin, en tout état de cause, il y a un côté. Je fais attention, tu vois. Je fais attention à pas me. Mais à l'inverse, et j'apprécie David réellement aussi, c'est que tu fais attention, mais tu es disponible. C'est aussi intéressant. C'est-à-dire que. Ouais, ça dépend pour qui. Je vais te faire une confidence. Pour ceux qui je sentais la fatigue et le trop-plein arriver. Ouais. Et j'ai annulé des engagements que j'avais pris, mais assez à l'avance, en disant c'est arrivé 2 fois la semaine dernière. J'ai dit ça, je peux pas, c'est trop loin, ou je suis trop fatigué, ou les deux à la fois. Et tu m'en as parlé. Je le sens pas. En plus, sur des potentiellement gros contrats et potentiellement belles marques. Non, pas du tout, pas des gros contrats. J'ai annulé un truc, un podcast pour Europe 1 que j'aurais fait évidemment gracieusement pour Europe 1. Mais je sentais pas tout le boulot qu'il y avait devant. J'étais un peu fatigué quand j'ai pris cette décision et j'ai annulé autre chose à Toulouse parce que je me disais je vais pas prendre 2 jours pour aller à Toulouse, parler 2 heures à des étudiants, revenir. J'ai une famille, j'ai un truc. Voilà. En plus, j'aime pas prendre l'avion, donc. On les embrasse quand même. Voilà. Souvent, en fait, il y a une sorte de dichotomie ou de réel écart, en tout cas, entre la perception qu'on peut avoir d'un type comme David Abiker, qui passe à la radio tous les jours, à la télé presque tous les jours, et voilà, et potentiellement ce que tu gagnes, par exemple. Enfin, je veux dire, est-ce que toutes ces choses-là, c'est fair enough, c'est good enough, c'est fantastique, c'est aujourd'hui. Ce que je gagne. Au niveau argent, c'est des professions qui sont. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un très bon salaire si tu compares à un smicard, mais c'est absolument pas. C'est pas mirifique. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça par passion. Non, mais j'adore l'argent. Ouais. Bah oui. Oui, non, c'est sûr. C'est quand même un instrument de liberté incroyable. On a parlé d'argent tout l'hiver, non? On a parlé d'impôts, de taxes, d'augmentation du SMIC. Et je trouve que la France a un rapport complètement débile avec l'argent. Complètement débile. Je vais te donner un exemple. C'est Chantal Joanneau. Ouais. Alors, oui. Alors 14 000 € par mois, c'est trop pour animer le grand débat. Mais c'est pas son salaire d'animation du grand débat, c'est le salaire qu'elle avait avant. Ouais. Bon, il faut dire où nous sommes à tes auditeurs. Nous sommes au bord de la route
dans le bois de Boulogne. Donc, c'est un endroit qui est parsemé de travestis ou de transsexuels. Il y a un trafic de proxénètes qui viennent un peu d'Europe centrale, des minibus avec des femmes qui se prostituent dedans, des promeneurs de chiens et des joggeurs, grosso modo. Et deux idiots avec leur micro. Voilà. Chantal Joanneau. Non, un idiot, pardon. Excuse-moi, je t'ai mis dans mon... Non, mais c'est vrai qu'on a l'air bizarre avec nos micros. Et donc, Chantal Joanneau, oui, on a dit, mais 14 000 €, c'est trop pour animer un truc. Ensuite, Vargon, la ministre. La ministre, alors on découvre qu'elle a gagné très très cher chez Danone avant de devenir ministre. Ouais. Et là, on dit, mais comme elle a gagné tant, on dit, mais c'est peut-être trop pour animer un débat avec des gens qui gagnent peu. Mais alors, s'il faut indexer les fonctions confiées dans le cadre d'un débat public ou du travail fonctionnarial ou de service public sur un mauvais salaire pour en être légitime, enfin ça devient, on marche sur la tête, tu vois. J'avoue que je partage voilà, très clairement cette opinion dans le sens où aujourd'hui, alors avec des gens qui sont c'est pas un prétexte pour s'en foutre plein les fouilles, mais enfin c'est quand même pour ne pas perdre de temps en conneries. Et en plus, si tu veux, c'était 2 femmes. Alors le reste du temps, on passe notre temps à dire oui, mais les femmes, il faut qu'elles gagnent beaucoup d'argent et qu'elles aient des responsabilités, et qu'elles gagnent autant que les hommes. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut, tu vois. C'est un peu zarbi quand même. Je suis d'accord. Tout ça est un peu Ce que tu donnes pas aux employés, alors après, il faut donner un peu à tous les employés, mais ça va aux actionnaires qui souvent sont des fonds de pension ou des gens déjà très riches. Oui. Donc finalement, distribuer aux gens qui travaillent, c'est peut-être pas une vraie connerie en soi. Bah évidemment. Ouais. D'accord. Et non, je me permets de poser cette question parce que c'est vrai que c'est aussi un peu l'idée, c'est de se dire que tu as quitté un emploi peut-être plus... J'allais dire confortable, mais là, t'es pas dans le confort, dans le sens où, en effet, on va revenir sur ta journée type un peu... Si, c'est très confortable parce qu'il y a beaucoup de liberté. Ce qui pourrait nous faire dire que c'est inconfortable, c'est une forme de précarité. Mais enfin bon, moi, ça fait 10 ou 12 ans que je travaille dans ce secteur-là. J'ai tout le temps travaillé chaque année, même si je me disais, alors est-ce que mon contrat va être conduit cette année ? Mais comment tu l'expliques ça ? Parce qu'il y a quand même plein de femmes et d'hommes qui galèrent dans tes métiers. Oui. Pourquoi parce que tu es plus à l'écoute, parce que notamment, je trouve, moi, je vois j'incite tout le monde à te suivre sur LinkedIn et sur Instagram, mais t'as aussi un côté, c'est pas que de la chance, je pense que t'as jamais été... t'as toujours intégré les réseaux sociaux à l'équation. Oui, mais enfin, les réseaux sociaux, c'est pas ça qui te file à bouffer, hein. C'est un truc... oui, je sais pas. Tu sais qu'on est perdu, là. Moi, je sais où on est. Hein. Tu sais où on est ? Oui, je cours. Et je voudrais qu'on aille au 2e lac. Le 2e lac... Le petit. Ouais, celui avec la fontaine en hauteur. Parce que tu vois, à force de parler, j'ai perdu mon orientation. Alors, plus vers Neuilly, on est d'accord ? Ouais, voilà, il y a un petit lac. Je vois très bien. On s'est retrouvés au barque. Au truc, là. On pourrait se faire écraser tous les deux comme ça au milieu de ces grandes artères du bois de Boulogne, on aurait l'air fin. Mais bon. En direct dans un podcast. Donc, ouais, mais ce qui m'emmerde, c'est qu'on marche au bord de la route. Il n'y a pas moyen d'aller par là et de prendre à droite. On peut toujours, il y a tous les moyens, toujours. De toute façon, tu veux le faire avec du temps. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le chien. D'accord. Voilà. Libérons le chien. Allez, va. Et donc non, ce que tu oublies de dire dans tout ça, dans cette inconfort, j'ai l'impression que ton podcast, ça va être du grand n'importe quoi. C'est un peu du grand n'importe quoi par rapport à ce que je fais d'habitude, dans le sens où je suis pas mal dans des entrepreneurs, c'est très différent. Là, je suis plus sur un parcours, mais moi, je veux comprendre aussi pourquoi tu lâches tout ça, comment tu lâches tout ça, est-ce que tu cherches la notoriété, est-ce que on va y venir, mais quand je te parle d'inconfort tout de suite, non, t'as juste, on va revenir sur ma question actuelle, c'est je te parle de te lever quand même tous les jours à 3h du matin, c'est quand même chaud. Oui, mais avant de me lever à 3h du matin depuis 6 mois pour faire la revue de presse, je me suis levé à 4h du matin à France Info, et puis ensuite je me suis levé à 7h du matin le week-end, et puis il y a des jours où je me suis pas levé du tout parce que j'avais une émission le soir qui était des clics et des claques. Ouais. Donc si tu veux, là, à 3h du matin... Alors l'intérêt de se lever à 3h du matin, c'est que tu vas quand même faire la matinale de la radio avec Nikos. Donc c'est sympa, c'est toi qui réveilles les gens, l'actu est toute fraîche, c'est comme ouvrir une piste au ski, tu vois.
Et donc ça, c'est sympa. Alors effectivement, il faut se coucher à 22h, avoir une discipline, être au lit à 22h, pas trop bouffer le soir, essayer de trouver le sommeil assez vite. Tu te lèves à 3h, tu vas à Europe 1, tu y es à 4h moins quart, tu fais ton truc. À 8h30, tu sors de studio, t'envoies ton texte au web. Tu retournes en studio pour écouter Canteloup faire la claque et te marrer. Et puis ensuite, tu pars vers 9h15 après avoir discuté et débriefé avec les uns et les autres. Il y a une très bonne ambiance à Europe 1 en ce moment. Donc c'est pas mal. Tu vois, le matin, je traîne un peu. Et puis j'arrive chez moi vers 9h30, 10h moins quart. Je me fous à poil, je me mets au lit, je dors. Je me réveille à 12h30. À 13h, je bouffe avec le chien ou mes filles si elles sont là. Ouais. Et puis je pars à Canal+ vers 14h. J'y suis à 14h30. À 15h, on est en plateau, on fait l'émission. À 16h, c'est fini et me voilà au Bois de Boulogne avec D'accord. Mathieu Stéphanie, par exemple. Voilà. Et généralement tout seul. Oui, plutôt seul ou avec. J'ai des copains de balade. J'ai mon cousin Philippe D'accord. qui vient. D'ailleurs, le chien le connaît tellement bien que dès qu'il le voit, le chien se met à japper parce qu'il sait qu'il va aller au bois. Et le deuxième copain, c'est un photographe qui s'appelle Sacha Goldberger, qui est très connu, Ok. et qui est le gars qui a photographié sa grand-mère, Mamika, en super-héroïne. D'accord. Je Et vois c'est très lui bien. qui a Ouais. fait les super-héros déguisés en flamand. Et on s'entend très bien. Alors lui, il a une roue. Il a une roue, tu sais, les roues électriques. Donc il Ouais. est en équilibre sur sa roue. Et moi, il m'accompagne. Enfin, je l'accompagne et on discute. On essaye de faire ça 1 ou 2 fois par semaine. Et lui, il a un chien aussi. Voilà. Et donc tu te balades. L'idée c'est de sortir, de t'aérer l'esprit. C'est quoi tes secrets pour être meilleur dans ce que tu fais? Quand je dis ça, c'est tu te fous la pression puisque tu t'es pas forcément satisfait de ton travail, tu me le disais. Enfin, pour faire une meilleure chronique, pour faire faut mieux se renseigner sur les gens, pour faire une meilleure revue de presse. C'est quoi les trucs sur lesquels tu as progressé et comment? Oh la vache. T'es que dans le feeling, que dans le. Non. C'est quand même un métier, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans la chronique. Si tu veux, entre ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui, j'ai acquis une meilleure technicité, j'ai appris de gens plus jeunes mais qui ont eu qui ont fait une école de journalisme, j'ai eu quelques déclics en discutant avec certains, en les écoutant, j'ai piqué des trucs à droite à gauche. Très franchement, tout à l'heure, tu me demandais, mais pourquoi toi et pas un autre? Comment ça se fait que ça a pu se faire? Je saurais pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une très forte volonté de ma part de vouloir rejoindre ce métier ou cet univers-là. Et tu me demandais, est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour être exposé? Et je t'ai pas répondu tout de suite. Je pense que depuis longtemps, je suis absolument incapable de fomenter un projet long. Tu vois, quand tu m'as dit, on s'est retrouvés, tu m'as dit, j'ai une boîte de 50 personnes maintenant, je serais incapable de gérer une boîte de 50 personnes. Je serais incapable d'avoir 50 personnes sous ma responsabilité, des locaux, un bail, un comptable, un truc. Impossible. Et pour moi, c'est un projet de long terme, c'est une démarche ambitieuse, comme bâtir une tour Eiffel en allumette ou acheter un immeuble et le rénover. Et donc ça, je suis absolument un foutu de faire ça. Et donc, le journalisme, la chronique, c'est quand même des tout petits projets. Ouais. Tu fais une chronique, tu la fais, tu l'exécutes, tu la prépares, c'est fini, et tu passes à la suivante, et tu vois tout de suite le résultat de ce que tu veux. Et ça, c'est assez intéressant pour moi, parce que... Mais tu as 2000 personnes qui sont derrière toi, qui veulent faire ta chronique et qui sont il faut qu'ils soient, enfin, il faut que tu sois meilleur qu'eux, il faut que tu sois plus fun, il faut que tu sois t'aies plus d'esprit, il faut que tu aies plus documenté, plus de réparti. Enfin, il y a quand même un peu de tout ça. Ouais, bien sûr, mais ce que les 2000 autres n'ont pas, c'est le fait d'avoir fait le job pendant des années et d'avoir été visible et d'avoir créé une forme d'habitude. Je dis pas que j'ai un public. Je dis que Abiquière, c'est un Carambar ou Mathieu Stéphanie, c'est un Michoko. Les gens savent, tu vois, ils savent à peu près qui ils ont affaire. C'est très frileux, tu vois. On met pas des débutants comme ça. On va pas faire une matinale avec des gens qui sortent de nulle part. Il y a quand même, c'est un métier très prudent. Les médias sont très prudents, même s'ils disent toujours on cherche le nouveau prodige, quand ils le trouvent, tu peux être sûr que le mec, il a 10 ans de métier avant. Il y a rarement des générations spontanées.
C'est très rare. Ce que je peux, alors j'ai deux rebonds à faire sur ce que tu viens de dire. Un premier, c'est que je peux être que d'accord, c'est que après 2 ans de podcast, en fait, je me retrouve à être invité en tant que chroniqueur à des endroits. J'en suis ravi, mais sans rien demander, et j'en suis vraiment ravi. Je suis content. Je trouve ça passionnant et puis excitant. Et l'autre réaction, c'est que évidemment, je suis pas d'accord avec toi sur le côté communauté où tu as un côté très exposé par rapport à plein d'autres chroniqueurs. Ce serait très prétentieux pour toi de le dire comme ça, mais je veux dire, je pars du bureau, je dis ouais, je vais enregistrer dans le bois de Boulogne avec David Abiker. Bon, déjà les gens font des yeux ronds en disant qu'est-ce qu'il va foutre dans le bois de Boulogne, mais tu vois, tout le monde sait qui tu es. Ah bon. Et je pense que moi je sais. Toi tu sais pas qui tu es. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non mais c'est voilà. Mais il y a un côté vraiment et je pense qu'il y a un gros impact des réseaux sociaux. Oui, je pense de plus en plus. Alors, moi, il y a un truc que j'ai découvert il y a 2-3 ans, c'est le LinkedIn. Autant sur Twitter, t'as la moitié des comptes qui sont faux, il y a des robots, des machins, des trucs. Autant LinkedIn, 80% de tes abonnés ou de tes contacts, c'est des gens qui existent. Ils sont là. Deuxième chose, LinkedIn, les gens sont obligés de se tenir à peu près correctement. De temps en temps, t'as un troll qui traîne, mais globalement, LinkedIn n'est ni Facebook ni Twitter. Tu vois, les gens sont là pour préserver un capital professionnel ou le mettre en valeur. Donc, si tu veux, ils sont pas là à te sortir le point Godwin, à te faire chier avec je ne sais quoi. C'est un peu civilisé LinkedIn, ça c'est bien. Le point Godwin, pour ceux qui ne savent pas, ce moment très cher à tous ces gens qui opèrent un peu sur les réseaux sociaux, c'est où dans toutes les discussions, quand tu discutes et que tu débats, on finit toujours, en particulier sur les réseaux sociaux, à arriver au point Godwin, qui est ce moment où on revient, on fait une référence soit à la Shoah, soit à Hitler finalement, ou à la Deuxième Guerre mondiale, et on dit t'es un nazi, t'es un facho, t'es un machin. On finit toujours par y arriver quand on s'engueule. De toute façon, quand on s'engueule, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de déshumaniser l'autre pour lui retirer toute condition humaine. Donc revenons sur LinkedIn. Oui, LinkedIn c'est pas mal parce que j'ai transformé mon compte en espèce de newsletter où finalement le DRH défroqué, puisque c'est comme ça que je m'y présente, peut partager des contenus qui ont lien avec la com, le boulot, l'emploi, au sens large. Et puis de temps en temps, j'y mets une connerie et voilà, par exemple, cet hiver, j'ai mis une photo de moi avec la Miss Météo et un texte corporate, une parodie de texte corporate sur la marque employeur ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un pipeau astronomique. T'as fait quelques photos avec cette jeune femme. La Miss Météo. Et elle était à mes pieds. D'accord. J'étais donc triomphant en costume cravate et elle était à mes pieds avec un pantalon léopard. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Alors, le truc a été vu, je sais pas, 1 million de fois, tu vois. Il y a eu, je sais pas, 1500 ou 2000 likes, et puis il y a eu 300 messages, et un message sur 10, c'était vraiment, ça n'est pas pertinent. Hein, oui, c'est d'un goût douteux. Et évidemment, l'idée, c'était qu'il fallait absolument que moi, je sois au pied de la Miss Météo, ou il fallait qu'on soit côte à côte, parce que c'était plus possible. Alors que, globalement, c'était un texte qui disait une chose, et l'image qui disait exactement l'inverse. Et à travers ça, qui pointait le décalage entre les discours et les actes. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Mais bon, pour te dire, on peut s'amuser sur LinkedIn parce qu'il y règne parfois un esprit de sérieux. Mais j'ai bien fait parce que figure-toi que cette année, j'ai été sélectionné parmi les 25 contributeurs LinkedIn. Et donc, ça a été ma légion d'honneur et j'étais bien content. Mais c'est un truc, quand même, pour des gens qui nous écoutent, que David Abiker peut faire. Je suis pas sûr que tout le monde doive prendre ses collaboratrices ou ses collaborateurs et faire ce genre de choses. Non, mais on peut faire des choses un petit peu en parallèle, je suis d'accord. Tout le monde a une tendance. Et d'ailleurs, tu t'en moques bien de temps en temps. Oui, parce que le reste du temps, c'est pas que je redeviens sérieux, mais je reviens à des trucs informationnels. J'essaye de partager des contenus qui soient à la fois divertissants et qui soient aussi instructifs, qui donnent à réfléchir, et pas trop longs. Mais quel est le but de tout ça ? Moi, je le vois. Le but, c'est très simple. Quand tu es journaliste, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux pouvoir travailler, tu veux pouvoir t'exprimer et être lu ou entendu par un maximum de gens. On est d'accord. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est de partager avec l'audience la plus large possible des contenus où moi, j'ai apporté un minimum de réflexion, où ça peut être juste les unes des journaux le matin, tu vois, je les partage tous les jours. Ça peut être évidemment ma revue de presse que je partage sur LinkedIn. Ce sera ce podcast si tu me le prêtes. Je te l'offre. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'élargir l'audience et surtout
surtout de pas y passer des heures. Parce que Ouais. tout le monde dit, mais tu es toute la journée sur LinkedIn, etc. Mais non, je veux dire, un post, c'est 5 minutes. C'est ça, et c'est là où je crois qu'il y a Ouais. quand même une question d'entraînement. Alors, tu parlais d'expérience sur le côté chroniqueur, ça doit être un peu pareil, mais il y a une notion d'entraînement. Alors, c'est pas l'entraînement, et là, on touche à quelque chose de très important que j'ai appris en 12 ans. Une chronique, c'est un ressenti assez précis et assez dissible sur un sujet. Et il faut beaucoup s'écouter, pas s'écouter parler, mais il faut écouter ses sensations, ses émotions, et se dire, tiens, là, il y a un truc. Par exemple, un jour, je faisais une balade en forêt ici et je me suis rendu compte que donner des rendez-vous dans la forêt pour y travailler et échanger sur du business, c'était vachement bien. Ouais. Parce que quand tu te promènes avec les gens et que tu discutes, tu es plus créatif, c'est plus agréable, tu es plus détendu et tu n'as pas besoin de 4 journées de séminaire pour trouver une idée, tu vois, ou détendre l'atmosphère. Et donc, je pense que trouver une chronique, une chronique, ça peut être 10 lignes, mais il faut que tu attrapes bien ton émotion et bien ce que tu as à dire. Et je me demande si c'est pas ce que j'ai pas arrêté d'apprendre depuis 12-13 ans. Ouais. Sauf quand j'ai fait de l'interview et animé des émissions où j'étais moi l'intervieweur. Mais il y a quand même un truc sur les réseaux sociaux, fréquemment, qui est au début, on a vraiment du mal à... on est tous en train de faire des choses en même temps. On a vraiment du mal à exister, surtout à poster sans y passer 2 heures. Et mais c'est parce que là, c'est une question de maturité. C'est vrai qu'il y a des gens, ils font un post sur leur Facebook ou sur leur LinkedIn, ils ont l'impression d'avoir pondu un œuf en or, quoi. Hein, ils ont mis 6 mois et tout ça pour avoir 3 vues, c'est un peu désespérant. Ouais, non, c'est clair. Alors, je pense qu'il faut... mais même des corporates d'ailleurs qui mais oui, oh là, plein de choses. Les 18 000 validations dans l'entreprise pour un billet de blog, un machin, un truc. Mais putain, et alors dans le même temps, les mecs ils disent ouais, droit à l'échec, good enough, c'est déjà good. Et en même temps, ils verrouillent tout, ils contrôlent fric tout, bon. Voilà. Et donc toi, tu as quand même une notion de dire, presque on pourrait appeler ça du flooding, j'exagère, mais au total, tu postes plus de 5 fois par jour, non sur Instagram, je vais en faire 1 ou 2. Et sur LinkedIn, il va y avoir 3-4 trucs, même 3 maxi. 3-4, il va y avoir un texte que je peux faire. Il va y avoir de toute façon les unes de la presse, une synthèse que je mets tous les jours. Et il va y avoir la revue de presse. Donc ça fait 4 posts. Mais ces 4 posts, c'est 4 fois 5 minutes. Une photo au passage, justement. 4 fois 5 minutes, d'accord. Mais, et ça, en l'occurrence, là où je voulais venir sur l'histoire de la... Il faut que tu prennes le chien en photo. Ouais, tu ne peux pas me prendre en photo sans le chien. On va faire ça après, parce que là, on traverse déjà. On enregistre, on traverse, on fait des choses. Je suis complètement monotache. Donc, c'est compliqué. Je sais toujours où on est, mais non, mais là, je sais. Ok. Là, et donc, du coup, l'idée, c'est quand même que tout ça, il y a des gens autour de moi, des producteurs de contenu, que j'appellerais ça là au sens large, journalistes, chroniqueurs, peu importe, qui disent ouais, mais tout ça, du coup, tu produis du contenu gratuitement. C'est pour moi une approche débile, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu. Il y a un côté travail, bah oui, mais t'es pas rémunéré pour ton Insta, pour ton LinkedIn, pour ton machin. Oui, mais en fait, tu l'es au final. C'est une rémunération symbolique. Cette rémunération symbolique, c'est laquelle c'est d'être lu avec des gens qui like, après tout. C'est pas mal d'avoir un public. Comme je suis payé par ailleurs, j'ai pas besoin d'être encore plus payé par rapport à ça. Ouais. L'autre jour, il y a un mec, il est venu et il m'a dit je vous paye si vous faites un billet sur ma société. J'ai réfléchi, j'aurais pu lui prendre très cher. Je me suis dit non, je vais pas le faire. Je le ferai quand je serai au chômage. Ouais. Tu vois, mais là, c'est pas la peine. En revanche, il y a une boîte qui est venue qui m'a dit voilà, on voudrait une chronique sur notre blog. Il s'appelle Expectra Ressources Humaines. Ouais. Et ils m'ont dit voilà, on vous achète un texte sur le jeu au travail. Ça s'est arrêté là. Ok. Tu vois ce truc qui pour eux est du brand contents. C'est sans doute une de mes meilleures chroniques de l'année, alors que j'en fais dans management, etc. Parce que j'ai parlé de gens que j'aimais et que je vais voir tous les jours au boulot et qui me gardent le chien. T'es partout quand même, c'est bon. Ça fait... Non, mais ça c'était une collaboration. Non, mais tu parles de celle-là, mais management, etc. C'est vrai. Ah oui, alors non, il y a Europe 1, il y a Canal+, et puis il y a management 1 fois par mois, il y a 01net 2 fois par mois, et il y a Courrier Cadre 1 fois tous les 2 mois. On peut pas dire que c'est... Non, c'est vrai, c'est du boulot quand même. Oui, c'est du boulot, et c'est pour ça que j'écris plus de livres. Enfin, c'est un prétexte pour ne plus écrire de livres, mais je fais des chroniques. Voilà.
Mais D'accord. de plus en plus, j'y raconte un peu ma vie. Et C'est ça qui est bien tu aussi. crois pas que ce rapport aux réseaux sociaux, alors Oui. d'autant plus quand tu es chroniqueur, Merci. mais pourquoi pas quand tu es DRH Ouais. ou commercial ou peu importe, quelqu'un qui est aujourd'hui en 2019 a X milliers de followers sur Instagram, X milliers d'amis sur LinkedIn. J'ai 12 000 sur Instagram, j'ai 70 000 sur LinkedIn d'abonnés et j'ai Facebook, bon, il y en a 5 000, c'est bloqué. Ouais. Et Twitter, il y en a 148 000. C'est pas, enfin, c'est beaucoup pour. oui. Mais mon métier, c'est quand même de communiquer, de partager des contenus, Du coup, d'informer. Toi qui est aussi qui a une expérience RH et tout ça, tu crois pas qu'au-delà même du chroniqueur, où Ouais. pour moi ça a une valeur certaine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est influent, Ouais. tu préfères entre David Abiker et Jean-Claude Duss qui a 0 follower, qui a jamais fait l'effort d'aller sur les réseaux sociaux, de publier, de comprendre ce que c'est déjà au-delà de la dynamique, et qui a du coup pas de follower. Tu crois pas qu'il y a un moment où ça peut rentrer en compte dans un recrutement? Moi, je me demande Justement, si... j'avais fait une chronique fictive comme ça, qui s'appelait... j'ai oublié le nom, mais c'est un mec qui passait un entretien de recrutement dans les années 2020 ou 2030, et le gars qui le recrutait lui disait, mais est-ce que vos followers, vous nous les laissez une fois que vous êtes partis, si on vous recrute, etc. C'était un truc, la négo se faisait autour de l'influence du mec avec ses followers. Moi, très franchement, j'y crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait rentrer dans une boîte en étant totalement imperméable et allergique aux réseaux sociaux. Sauf si on veut rentrer dans une boîte de communication virale qui vend à ses clients des campagnes sur Internet. Alors là, on aurait peut-être du mal, mais si tu veux, j'ai connu, moi, des éditrices de livres et d'essais très performants, très intelligents, qui n'avaient pas de téléphone portable. Je connais des gens qui mettent 2 jours à te répondre à un SMS. Et c'est généralement, contrairement à moi, des gens qui ont une assez bonne maîtrise de leur emploi du temps et de leur indépendance. C'est des gens qui lisent. Tu vois, je prends l'exemple de ma femme. Ma femme, elle répond à mes messages avec un décalage. Ma femme, elle a une vie sérieuse, tu vois. Moi, je suis un saltimbanque et je fais le con. Ça y est, il s'est foutu dans l'eau. Viens ici. Regarde-le. Regarde. Et c'est bizarre. Il est totalement... Alors, que je vous mette cette le photo chien quand est dans même. l'eau. Voilà. Il est... pas bougé. Donc, il va toujours se rouler dans la merde, là. Oh, doudou. Bon. Donc, vraiment, je pense que les gens font ce qu'ils veulent avec les réseaux sociaux, mais je trouverais très dommage et même con qu'on dise à quelqu'un vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'êtes pas sur LinkedIn, on vous recrute pas. Alors là, je suis d'accord. À tu vois, l'inverse, sauf si tu cherches un consultant en marketing viral ou je ne sais quoi. Oui, et encore, tu as des consultants en marketing viral qui ont une vie très très pauvre en fait, et qui sont potentiellement bons. C'est vrai que c'est pas toujours lié. En revanche, il peut y avoir, j'imagine, sur pas mal de boulot, un intérêt inverse. Ça peut être un plus, que ce soit un moins, c'est quelque chose. Ça peut être un plus. Moi, particulièrement dans ton métier quand même. Moi, ce que je sais, c'est que le principal avantage que ça m'apporte, c'est de partager le produit des chroniques que je fais. Enfin, pas le produit, les chroniques. Je vais partager le texte, je vais partager le son. La télé moins, mais je vais. Et tu vas avoir des remontées, des réactions. Il y aura des réactions, il y en aura pas, mais enfin je le fais. Je le fais parce que si je le fais pas, qui va le faire? Voilà. Et c'est pas un peu perturbant et obsédant ces réactions. Alors déjà au-delà des statistiques, voir si tes trucs sont vus plein de fois ou font des bides, etc. Et après que des gens te disent que t'es un gros con. Ça fait toujours des bides. Ça fait tout le temps des bides. Ouais. C'est LinkedIn fait pas de bides. Sur LinkedIn, ça marche ce que je fais. Il y a une activité, quoi. Tu vois, là, j'ai partagé la lettre de Macron ou une vraie fausse campagne sur Niort et Houellebecq. Houellebecq qui dit que Niort, c'est moche. Il y a un mec qui a fait une campagne de réponse assez rigolote. Il y a des trucs qui marchent, tu sais pas pourquoi ça marche sur tel réseau, pas sur tel autre. Il faut dire que moi, je fuis la violence. C'est-à-dire que la violence des réseaux sociaux, les polémiques, la politique, invectiver les uns, se battre avec les autres, est un truc que je redoute parce que dès que tu mets la main là-dedans, t'arrêtes plus. Oui, mais t'en prends forcément plein la gueule, toi. Oui, mais si tu réponds pas, tu regardes pas, tu l'ignores, ça t'empêche pas de dormir. Non, je masque. Ou je bloque éventuellement, mais je masque. Ça n'existe pas. La ça censure. n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est un exercice. Il faut se dire, voilà, j'ai fait un papier, le mec il dit que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais aller lui répondre et défendre le truc? Parfois je le fais, mais globalement j'évite.
j'évite. Et à l'inverse, du coup, parce que quand tu analyses les réactions des gens, Ouais. il y a des gens qui te disent ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Ouais. Tu le prends en considération? Oui, mais tu sais, le meilleur juge de ton boulot, c'est toi. Je vais te dire, quand je suis content, je sais que j'ai pas fait de la merde. Quand je suis mécontent, peut-être que c'était pas si mauvais, mais globalement, on est un assez bon juge de son travail. Et si on se cache pas derrière son petit doigt, par exemple, la semaine dernière, j'ai trouvé que j'étais pas dedans, que je faisais pas d'efforts. Cette semaine, je me trouve plus incisif, plus inspiré, tu vois. Et ça, tu le Qui s'en vois. est aperçu, Là, c'est j'en sais rien. je pose des questions très personnelles. Ouais. Vous m'excuserez, chers auditeurs, mais Ouais. tu réécoutes tout ce que tu fais. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc tu le sens Ouais, je le faisais en le faisant, en Ouais. écrivant, en sortant du studio. Mais parfois, dans ce métier-là, tu peux très bien faire un texte qui te plaît pas, Mhm. ou que tu trouves mauvais, ou pas, ou moyen. Et puis finalement, dans le studio, le bien dire. Et lui donner 30% de valeur en plus ou d'intérêt en plus, rien qu'avec le ton que tu utilises. Et parfois, rentrer en studio en te disant putain, qu'est-ce que c'est pertinent ce que j'ai écrit, et mal l'interpréter, parce que c'est quand même une interprétation, un Ouais, texte en radio, ouais. une chronique, et te dire merde, je l'ai foiré, je me suis pris les pieds dans le tapis de mon texte, quel con. Donc, c'est quand même la rencontre du fond et la forme, et il faut être en forme parce que c'est un travail de fond. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une citation. C'est une citation. Il faut être en forme parce que c'est un travail de fond. J'ai bien nommé aussi le meilleur juge, c'est toi. Je sais pas, ouais, c'est vrai que tu as une tendance toujours à vouloir écouter, mais peut-être que sur le contenu, c'est très difficile de faire du contenu public et d'être quand même un peu jugé par les autres. Ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des gens qui travaillent. Ils sont jugés par un supérieur ou par Ouais. des pairs, mais rarement par beaucoup de monde. Oui, mais je vais te dire, l'enjeu, c'est pas d'être jugé. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, se dire, tiens, ça, ce que je pense là, ça mérite d'être partagé. Ouais. J'ai envie de l'écrire pour le figer, c'est une bonne idée, etc. Le chroniqueur, c'est quand même ça, tu vois. Le chroniqueur, c'est quand même un gars qui, d'une feuille morte ou d'une phrase ou d'un mot ou d'un truc qui va essayer de tourner autour et de rebondir. Ouais. Mais une chronique, c'est ça qui est marrant avec les réseaux sociaux. Une chronique, ça peut être une photo. Une chronique, ça peut être une revue de presse. Une chronique, ça peut être 10 lignes pour pointer un paradoxe dans l'actu ou partager une image en disant regardez ça, c'est assez bizarre quand même, et d'attirer l'attention vers. Moi, j'aime bien aller chercher un petit détail et dire regardez, ce détail nous raconte des histoires. Une chronique, qu'est-ce que ça peut être? Une chronique, ça peut être tiens, depuis lundi ou depuis dimanche soir, j'avais envie de lire des trucs comme Lucchini ou comme Guillaume Gallienne. Enfin, quand je dis comme, c'est à m'amuser avec un texte. Et je me suis dit, mais tiens, mon père, en mourant, a laissé plein de livres de poésie. Il adorait la poésie. Et donc, j'ai ouvert des anthologies qu'il m'avait laissées. Et puis, je lis un poème tous les soirs sur Insta. En live, d'accord. Enfin, non, pas en live. En story, je l'enregistre et voilà. Et c'est très agréable. C'est très agréable, c'est un exercice. Là, pour le coup, je le fais pour moi parce que le dire de la poésie et la dire avec le ton qui va bien, qui est adéquat, n'est pas un exercice facile. C'est des comédiens qui font ça d'habitude, tu vois. Et donc, s'entraîner à le faire, c'est à ma façon rattraper cette idée que peut-être que si la vie était à refaire, j'aurais été sociétaire de la Comédie Française. Peut-être c'est ça que j'aurais voulu. Être fonctionnaire de théâtre. Fonctionnaire de théâtre. Fonctionnaire de théâtre, j'adore cette idée. La fonctionnalisation, et puis d'être dans un lieu. Tu vois, moi, j'ai travaillé dans un lieu qui existait depuis le XVIIe siècle. La Monnaie de Paris, l'hôtel de la Monnaie, c'est quelque chose. Vous avez des bureaux, c'était quelque chose. Et devant le pont des Arts. Ah ouais, c'était dingue. Et le bâtiment était dingue, les lieux étaient dingues. Mais je me dis, quand tu es sociétaire de la Comédie Française, ton bureau, c'est le bureau de Molière. Tu vas au bureau comme Molière allait au bureau, quoi, grosso modo. C'est quelque chose, tu vois. Et je me disais, si c'était à refaire, je serais sociétaire de la Comédie Française. Ou même pensionnaire. Ou pensionnaire. Et j'ai l'impression que sur tes différentes vies, tu joues vachement quand même sur ton ancienne vie. Enfin, le DRH défroqué, et tout ça, c'est quelque chose que, du coup, tu assumes, tu appuies, tu utilises. Ça dépend. Sur LinkedIn, je l'utilise parce que c'est un réseau pro. C'est un réseau professionnel. Donc, si tu veux créer un magazine sur LinkedIn,
Tu vois, tu t'incrustes sur LinkedIn comme un coucou et tu commences à fabriquer des contenus et tu fabriques de l'audience pour LinkedIn et de l'activité pour LinkedIn. La contrepartie de ça, si tu veux, c'est de positionner un peu ton discours. Moi, je fais DRH défroqué. Ça veut dire quoi, DRH défroqué? Ça veut dire que on va parler de choses qui sont relatives à l'entreprise, à l'emploi et à la vie privée, vie pro. Ouais. Et défroqué, ça veut dire qu'on va en parler de façon un peu déboutonnée. D'accord. Et si je reprends tes deux casquettes là-dessus, oui. Si tu avais je sais pas si c'est des conseils ou des idées, des inspirations à donner à des gens qui viennent sur LinkedIn ou qui viennent sur qui cherchent Insta. Du boulot, Potentiellement qui cherchent du boulot potentiellement, qui cherchent à. Mais qu'est-ce qu'on fait en termes de contenu aujourd'hui sur le digital pour créer du business, pour trouver un boulot? C'est quoi la strate, la méthode qu'il faut qu'on ait pour. Bon, alors pour moi j'ai deux basiques. Ouais. Mais vraiment deux basiques. Trois basiques. Le premier, c'est... trois basiques d'Abigail. On les notera dans les... Trois basiques, tu vois, ils vont être déçus tes auditeurs. Premier basique, je déconseille de lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu as un boulot, avant de te barrer pour dire « il faut que je vive ma vie, j'en peux plus de ce travail, réfléchis bien. Je le dis assez souvent ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que mes périodes de ripage ou de transition, je les ai vécues avec un pied sur un iceberg, mais j'ai jamais posé le pied sur l'autre iceberg sans être assuré. D'accord. Tu vois, sans être bien encordé. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un job, si vous voulez le quitter ou partir à l'aventure, vérifiez que ça ne va pas foutre votre couple en l'air, que si vous aimez prendre des vacances, vous n'allez pas devoir faire des sacrifices, etc. Il faut vraiment être un peu casse-cou. Mais on peut aussi tout plaquer parce qu'on ne peut pas faire autrement et que parce qu'on est vraiment une force vraiment vous attire. Ouais. C'est un choix de prudence. Ouais. Le deuxième choix, c'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon désir? Quand je dis un désir, c'est désir avec un grand D, c'est quel est vraiment mon désir? Il y a des gens qui pensent avoir un désir et ce désir n'est pas si ardent que cela. Alors ils disent « Ah ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci ». Et puis en fait, le désir n'est pas fort. Par contre, le désir d'aller au ski, le désir d'avoir une belle bagnole, le désir de consommer, il est toujours là. Et finalement, c'est ça qui va décider de ce qu'ils vont faire ou pas. De bouger, de prendre un risque ou pas prendre un risque. Donc, questionner son désir. Et puis la troisième chose, qui est à mon avis la plus importante, c'est d'avoir un client. Ouais. On est, avec le numérique et la société du numérique et de la communication, dans une culture de la start-up, de la levée de fonds et du nombre de bases de données, de contacts et de rachats d'un truc dont on se demande s'il y a des clients derrière et du cash. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Cette culture-là, elle me paraît très nocive, notamment chez les jeunes esprits. Je pense que, en fait, quand on a le client ou les clients, à ce moment-là, on a l'activité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, s'il y a des gens qui sont prêts pour t'embarquer avec eux dans une aventure, à te payer, à t'acheter ta présence, à t'acheter ton expertise, tes conseils, tu peux commencer à te dire, ah, tu vois, la première facture, la première facture, c'est comme la première fille que t'embrasses, tu vois. C'est un truc, pour les gens qui veulent créer une entreprise, la première facture qu'ils font ou la première mission de conseil qu'ils font, le premier truc qu'ils font sans être dépendant d'un employeur, ça peut les marquer à vie et décider et dessiner et décider leur goût d'indépendance, leur besoin d'indépendance et de se dire, mais putain, je peux le faire. Alors, il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout ce cheminement et de trucs comme ça, tu vois. Mais moi, à un moment donné, j'avais une petite société, je faisais des formations, des interventions, je facturais certaines piges quand je pouvais pas être salarié. Ouais. Les premières factures que j'ai faites, je peux te dire que j'étais fier, tu vois. Ouais. Je me disais, il y a 20 ans ou 25 ans, je me disais, mais jamais j'aurais pu faire une facture. Jamais. Moi, une facture, moi, avoir une société. Bon. Donc, les trois conseils, je récapitule. Premier conseil, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Deuxième conseil, questionner son désir et celui de son entourage. Troisième conseil, avoir des clients. Je reviens sur ce dernier point. C'est vrai que les levées de fonds dont on parle beaucoup sur ce podcast, que ce soit d'un côté, de trois côtés d'ailleurs, je pourrais dire, du côté des VC, donc ce qu'on appelle les ventures capitalistes, les gens qui investissent, du côté des entrepreneurs, des jeunes start-upers, ou moins jeunes d'ailleurs, et aussi du côté des intermédiaires, récemment avec David Salabi, un super
super podcast sur vraiment ceux qui aident les entreprises à lever des fonds ou à vendre leur boîte. Mais elles ont des objectifs très précis. C'est soit démontrer un MVP, un minimal viable product, soit générer de la croissance. Mais l'idée, c'est d'accélérer très fort, mais il faut quand même toujours, le fond, c'est d'avoir du business. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'oublient et se disent, on va faire un produit, et puis le business, on verra plus tard. Non, mais elle peut marcher. Si tu veux, moi, je vois beaucoup. Des exceptions. Et je le vois pas uniquement dans la net économie, mais je vois ma femme est avocate et je vois des avocats de loin en loin. Les mecs, qui prennent 120 mètres carrés de bureau dans le Triangle d'Or. Ils embauchent des secrétaires, des collaborateurs, des machins, des trucs. Embauche des clients d'abord, travaille chez toi. Ah non, il faut le bureau, il faut l'adresse, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai eu un type extra sur ce podcast qui s'appelle Jacob Abou et qui dit le meilleur argent, c'est l'argent du client. Et je partage, il a 80 ans. Ouais. Et en l'occurrence, je partage totalement cet avis. Si je reviens sur aussi cette question que j'avais au-delà de ce choix, c'est comment tu fais du bon contenu pour quelqu'un qui en fait pas, pour un amateur. Comment tu t'entraînes, Moi, je pense que il y a un truc qui s'appelle l'actualité. Ouais. Et dans l'actualité, il y a des polarités. Dans ces polarités, il y a des choses qui se dégagent, qui indiquent l'intérêt collectif. Il ne s'agit pas d'être une girouette ou d'être un mouton de Panurge, mais tu sens bien qu'il y a des moments, tu vois, depuis 2 ans ou 3 ans, le spatial, ça intéresse les gens. L'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, il y a des conférences dans tous les sens, le bien-être animal, la bouffe, ce qu'on fait. Ce qu'on fait avec ce qu'on a dans l'assiette, etc. Il y a des choses qui viennent. Donc, il y a quand même des territoires à explorer. Et tu te risques pas de te retrouver au milieu de plein de gens qui font ça mieux que toi ou qui... Mais tu sais, les mecs qui cherchent de l'or, ils arrivent au bord d'une rivière et il y en a déjà 18. Hein, ouais. Donc, c'est très rare d'avoir des gens qui inventent la poudre. Ouais. T'es allé dans la com digitale, t'as créé une boîte, il y a 50 personnes. Ouais. Est-ce que si on t'avait dit, il y a déjà dans la com digitale, il y a des gens, n'y va pas. Tu leur as dit, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Faut être meilleur, faut s'arracher quand même. Exactement, faut être meilleur, faut être différent. Et puis, il y a un aspect qui est... je précise que je ne fais pas que de la com digitale, hein, c'est important. Tu fais de la super podcast. Des sites, de l'intelligence artificielle, de la data, on fait plein de choses. Génial. Alors, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir, de temps pour soi, pour éviter le conformisme, d'étouffer sous les mots valises, les séminaires de créativité qui ne sont pas créatifs, les concepts qui sont des concepts de tout le monde, alors que le roi est nu. Enfin, il faut à un moment donné pour avoir la capacité de s'arrêter et de sentir soi-même. D'accord. Voilà, de se dire, bon... alors faire du bon contenu, je crois que faire du bon contenu, c'est être porté, c'est pas porter une idée, c'est être porté par une idée. Ça peut être une toute petite idée qui prend des lignes, ou ça peut être un film. Tu vois, quand je discute avec mon copain Sacha Goldberger, parfois il me parle d'une idée au mois de janvier, et puis en septembre, il m'en reparle et me dit, ça y est, j'ai fini la série photo. Et je me dis, putain, voilà ce que je serais toujours incapable de faire, c'est-à-dire penser à un truc le 1er janvier et l'avoir fini le 31 décembre. Non, moi, si je pense à un truc, j'ai besoin d'avoir une activité qui fait que le lendemain, le truc est fait, ou que je vais pouvoir le faire en cours. J'ai une précipitation qui est peut-être une angoisse du vide. Tu vois, c'est pour ça que tu disais, mais t'es partout, tu fais des chroniques, tu fais canal. J'ai quand même l'angoisse du vide. Je suis pas complètement fou. Mais dans cette angoisse du vide, je sais faire le vide pour aller me promener dans la forêt, pour me barrer au moins une fois par semaine au parc de Versailles, pour lequel j'ai une passion, et pour rester seul avec le chien, histoire de m'aérer, quoi. C'est un peu banal de dire ça, mais je trouve que dégager du temps pendant une journée de travail, c'est-à-dire voler aux 9 heures de travail quotidienne, 2 heures à un horaire où les autres travaillent, c'est assez jouissif. Et t'as là-dessus, en plus,
le contre-coup, c'est aussi être. J'ai eu Joël Dicker, qui est un écrivain. Oui, j'ai vu ça, ouais, bien sûr. Et avec qui j'ai parlé, qui me racontait ce travail à 4 heures du matin, par exemple, qui est assez commun chez les écrivains. Mais il y a peut-être ce moment aussi du matin, cet autre moment de ta journée où quand tu vis un peu en parallèle du monde réel, ça doit être assez fun d'arriver à Europe à 4 heures du matin. Quoi. Eh ben, en fait, quand je me lève le matin, il se trouve que cette année, on a une fille qui est partie vivre dans un studio et on a dégagé une pièce. Ouais. Et cette pièce est devenue ce qu'on appelle un dressing. Et comme on n'avait pas très peu de placards là où on habite, on a fait de l'ordre dans toute la maison. Une de tes filles, d'accord. Une de mes filles, ouais. Et on a fait ce dressing, et le matin, quand je me lève à 3h du matin, j'ai l'impression d'être dans la Batcave, tu vois, de Batman. Et je me dis, voilà, c'est mon espace, il y a mes vêtements, mes vestes alignées, mes chaussures, mes jeans, et je vais m'habiller en tenue de Batman, et je vais sortir dans la nuit avec mon chien, c'est Robin, Batman et Robin, tu vois. Et puis on va aller à Europe 1 et on va avoir des aventures incroyables. C'est vrai que travailler la nuit est un truc formidable. D'ailleurs, à Europe 1, vers 7h, tout le monde arrive, c'est le bordel, et j'aime moins. J'aime bien quand on est 10 à Europe 1. Oui, c'est ça, vous êtes entre vous, c'est cocon. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un fantasme en ce moment qui rejoint ça, c'est je voudrais aller passer une nuit dans un phare en Bretagne. Et d'ailleurs, je vais me réserver ça, parce qu'un des privilèges de l'âge qui vient, puisque je vais avoir 50 ans dans 3 semaines, c'est quand même la recherche de la solitude. Ah, tu vas le faire tout seul ? Ah, c'est pas. Ouais, parce que ma femme, c'est toujours compliqué. Elle veut rester à Paris pour s'occuper de surveiller la cadette qui est susceptible de faire plein de conneries. Et moi, dans 20 ans, j'ai 70 ans. Et donc, que la cadette fasse des conneries, mais moi, je veux profiter des week-ends. Tu vois, si tu veux, j'ai beaucoup de mal avec Paris. Je trouve que c'est une ville de plus en plus nerveuse, mal fichue, névrotique. C'est Dick Annegarn dans la chanson Bruxelles qui dit Paris névrose et Bruxelles abruti. C'est une très belle chanson qui compare l'âme des deux villes. Hein, Bruxelles, ma belle, je te rejoins, etc. Quand Paris veut plus de moi, je quitte son lit et je te retrouve Bruxelles. Bruxelles, c'est sa femme, en fait, et Paris, c'est sa maîtresse. Et il parle de Paris névrose et Bruxelles abruti. Bon, voilà. Et donc, moi, le week-end, j'aime bien, si je peux, pas toujours, hein, mais si je peux, prendre la tangente à la campagne, c'est quand même le kiff absolu. Et donc, fantasme du phare, parce que le phare est dressé et allumé dans la nuit, et quelle nuit, puisqu'il est face à l'océan. Et je dois dire que quand j'arrive à Europe 1, on a l'impression d'être dans un phare. Et on va l'allumer petit à petit le matin, et puis ce phare va éclairer quelques centaines de milliers d'auditeurs. C'est cette sensation-là qui est quand même assez amusante au petit matin en radio. On va passer le cap d'une décennie, toi et moi, pas pour la première fois, hein, au moins pour la 4e fois en même temps, puisque à une semaine d'intervalle. Ah, t'es du mois de février ? Ouais. Et tu vas avoir 50 ans ou 45 ? Ouais. Tu vas avoir 40 ans. Salaud. 50 ou 45. Ah, quel vénard. Lui. Et du coup, c'est quoi tes 10 prochaines années là ? Tu feras quoi à 60 balais ? C'est horrible ce que tu me demandes. Bah, je sais pas, ouais. Mais bon. Déjà, il faut durer. Non, alors c'est horrible, mais je tiens quand même à me dire que quand tu me dis ça, je me suis dit, mais putain, il a 50 ans, le mec, il fait jeune. Mais tout le monde fait jeune à 50 ans. Ouais, non, mais aussi, je veux dire, même dans ta tête, t'as un côté très enfantin, gamin, etc. Et sur les réseaux sociaux, qui est en plus hyper assumé. Si tu veux, j'ai renoncé au pouvoir, moi. Je veux dire, je veux pas être cadre, je veux pas être chef, je veux pas encadrer les gens, ça m'intéresse pas. Donc ça te libère quelque part, ça. C'est une tension. Les gens qui veulent le pouvoir et qui veulent faire carrière et qui veulent être numéro 1 ou diriger des organisations, c'est quand même un marché assez compliqué. Et c'est surtout beaucoup d'emmerdes parce que faire la revue de presse aussi, c'est un petit marché. Il y a quoi ? 4 places sur Paris, tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que je suis plutôt dans la carrière horizontale aujourd'hui, c'est-à-dire me dire qu'est-ce que je peux faire de différent. Est-ce que je vais ouvrir un resto ? Est-ce que je vais faire coach ? Est-ce que je vais faire animateur de séminaire ? Est-ce que je vais continuer à faire de la radio quand ça s'arrêtera ? Parce qu'à un moment donné, place aux jeunes. Et puis même, on peut très bien considérer à l'écoute que c'est chiant, que j'en sais rien. Je sais pas. Tu surfes ? Je surfe, je fais ce que je peux. Non, mais il y a surtout profiter. Et il est incroyable, ce chien. Ce chien n'a pas de profil.
je suis assez sidéré par... Regarde, tu vois, on dirait qu'on lui a enfoncé le museau. Je suis assez sidéré de la capacité des gens à acheter et élever des chiens très, très laids. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout est relatif et qu'on ne peut pas dire qu'un chien est moche parce qu'on ne peut pas dire qu'un être humain est moche, etc. Tout se vaut. Mais enfin, il y a quand même des chiens qui sont redoutablement laids et les gens continuent à les acheter, ce qui est une preuve d'altruisme. Hein. J'ai réussi à avoir une photo de ce chien dans les temps. Il est incroyable. Hein. On dirait un piranha de profil. Ce podcast est lunaire. Écoute, tu vois, donc ce podcast s'appelle Génération Do It Yourself. Oui. Pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que je cherche. J'y crois beaucoup, moi. Je cherche, mais je pense que tu es en plein dedans. Je veux dire, tu es en plein dedans dans le sens où. Alors, t'es pas entrepreneur, t'as pas géré, t'as pas choisi de gérer plein de gens. Tu le dis, cette horizontalité qui te caractérise, mais t'as quand même, même si là tu me dis on verra ce qui arrive, ça fait quand même près de 15 ans que tu te donnes le choix, quoi. Et tu fais pas les choses par dépit. Moi, je te vois à chaque fois, on se croise par-ci, par-là. Je t'ai vu animer des séminaires aussi. Je t'ai vu faire des choses. J'adore ça. Alors, tu me dis, si demain j'ai plus de médias ni rien du tout, je ferai beaucoup d'animations de séminaires parce que j'adore ça. Ouais. Et j'aime beaucoup les gens. Et en séminaire, j'anime, je mets en valeur les gens et je suis sur scène et je peux être drôle. Donc, comme j'ai pas les couilles, comme certains, comme mon copain Vinvin ou ma copine Sandrine Saroche ou toute la bande des jeunes humoristes qui est à Canal en ce moment, de monter sur scène et de faire un stand-up parce que c'est un autre métier et que j'ai pas le courage. Mais j'aime bien, tu vois, en séminaire, faire un truc... que tu fais très bien. Parce que moi, j'ai animé un ou deux trucs et à chaque fois, j'ai repensé à toi. Je t'ai piqué un ou deux tips d'ailleurs. T'as raison. Un truc assez chouette que tu fais quand tu animes un truc. Et alors ça, c'est vraiment surprenant. C'est que tu donnes ton numéro de téléphone à tout le monde. En disant envoyez-moi vos questions. Ah, c'est vrai, ça peut marcher, ouais. Et moi, je l'ai fait une ou deux fois et tu te dis, attends, il y a quand même 400 personnes. Tu l'as fait pour draguer, en fait. Et non, ça n'a pas marché en tout cas. Mais il y a quand même 400 personnes dans ce machin. Si je donne mon numéro de téléphone, non, mais alors, là, pour le coup, aux gens du digital qui nous écoutent et qui, quand il y a des forums ou des assemblées in real life, rivalisent d'applications où il faut se connecter au Wi-Fi, partager les questions, ça marche une fois sur deux, les gens sont là avec leur téléphone dans la salle. Putain, mais envoyez-moi un SMS. Si vous avez une question, vous envoyez un SMS. Je l'ai fait, ça marche tellement bien. Sûr, tellement ça marche hyper bien. J'ai reçu plein de questions et c'est, en termes d'interactivité, c'est bien, mais tu as quand même cette nature aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de mettre leur numéro, leur machin, leur truc, qui partagent ça nulle part, etc. Ouais. Toi, tu as un côté communautaire instinctif qui est assez marrant. Ouais, encore que je ne voudrais pas mon numéro de téléphone sur Internet, parce que si tu veux, je te dis pas ma messagerie à Europe 1. Moi, je reçois 300 mails par jour. C'est très simple, je les lis pas. Ouais. Je les lis pas. Et on est tellement pollué que je lis même plus. Super titre. Non, rien. Je lis même plus les messages internes à Europe 1. Ouais. Et je me rencarde oralement. Je dis alors, j'ai pas loupé un truc là, une réunion, un truc. C'est impossible. Les gens nous envoient tout et n'importe quoi. Le moindre patron de start-up, son attaché de presse vous dit il est disponible pour une prise de parole, pour vous parler de sa stratégie. Qu'est-ce qu'on en a à branler ? C'est quand même incroyable. Le nombre de merdes qu'on nous envoie, où on confond communication, personal branding des dirigeants et information, ou vraiment... Puis ensuite, les mèmes qui pissent sur la presse, qui viennent te dire les médias sont pourris, etc., qui, si on les écoutait, transformeraient nos grilles en véritable écran publicitaire permanent. Alors ça, pitié. Et alors, venons-y là-dessus. Si justement, à l'inverse, je dois te toucher d'une manière ou d'une autre pour avoir pour t'intéresser, LinkedIn. Mais il faut sortir. C'est le refuge des gens sérieux. C'est vrai. Le refuge des gens sérieux. C'est-à-dire sur LinkedIn, le mec, il va pas t'envoyer voilà, j'ai découvert un complot judéo-maçonnique au Mans et je vous envoie un dossier de 500 pages. Il y a des gens comme ça. Au moins une fois par an, je reçois ça. Alors le gars, il est sur le complot du siècle, etc. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ou alors tu as... non, globalement sur LinkedIn, c'est bien parce que les gens sont raisonnables. Enfin, je veux dire... on est tous à peu près normaux quand même. On va pas emmerder les gens pour le plaisir de les emmerder ou les solliciter pour rien, quoi. Donc voilà.
Bon, Mais si on veut me contacter, c'est sur LinkedIn. LinkedIn est fait pour ça d'ailleurs. Ouais, alors j'ai vu que tu avais atteint, et ça, tu m'as appris ça. Alors que je suis plutôt assez expert en réseaux sociaux, mais toi aussi d'ailleurs. Ouais. Mais tu m'as appris un truc, c'est qu'il y avait un nombre limite. Mais je l'ai découvert à mes dépens. Voilà. Je l'ai découvert à mes dépens et je me disais, mais merde, moi qui ai de très grandes ambitions, je veux avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn. Et en fait, Alors tu peux avoir 100 000 abonnés. j'ai des abonnés, Ouais. mais en fait, il fallait faire une manip sur LinkedIn pour dire, en premier, au lieu de me contacter, abonnez-vous. Voilà. Ouais. Et c'est grâce à... Oh putain, merde, je perds la mémoire. Il faut absolument que je retrouve son nom. Free. Xavier Niel. Non, celui qui a fait un bouquin sur... il a fait un bouquin sur Friedlansky. Ah, d'accord. Friedlansky, il a fait un bouquin sur LinkedIn. Ouais. Et lui, il m'a expliqué ça. Bruno Friedlansky, Eh ben, meilleur spécialiste de LinkedIn ever. Et il m'a dit, mets d'abord le bouton abonnez-vous à mon compte et tu verras, tu auras des demandes d'abonnement et puis tu seras plafonné à 30 000 contacts. Mais c'est vrai, j'aurais dû faire ça dès le départ parce que maintenant, mes 30 000 contacts, je n'en connais pas 1%. sachant, tu sais qu'il existe un type incroyable sur LinkedIn, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce réseau social, qui a quand même beaucoup émergé ces dernières années. Et ce type, c'est que sur ces 30 000 personnes, tu peux extraire ta base de données. Tu peux récupérer tous les emails, numéro de téléphone, etc. Mais en étant abonné à LinkedIn, en payant l'abonnement. Non. Même pas. Tu as une manip à faire pour les extraire. Si tu veux leur envoyer des emails, bon alors tu n'as pas le droit, GDPR, tout ça, etc. Mais c'est quand même assez fantastique parce que c'est forcément des emails à jour. Viens ici. Nous Alors voici. là, il est au bord de l'eau. Il est à notre point de départ. Et là, il va se foutre à la baille. Et je vais devoir aller le chercher par le collet parce qu'il ne va pas réussir à remonter. Viens ici. Donc voilà, on arrive au bout. Fils de chien. On arrive au bout de notre balade. On va le chercher. Alors, tu sais ce qu'il fait? Il laisse tomber la balle à l'endroit le moins pratique du lac. Et ensuite, il se fout dedans. Et il couine pour que j'aille le chercher. Viens ici. Et donc, tu vas tomber dans l'eau. On arrive au bout de cette balade. Il me reste une petite question pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait de la balle, justement? Elle est partie. Non, mais je crois qu'il a envie de se baigner et qu'il a perdu sa balle. Il a perdu sa balle. Si tu avais l'opportunité de retrouver David à sa sortie de Sciences Po, dans ces 6 mois de galère de chômage, là, entre ces 2 Sciences Po étudiants et pros, et que tu pouvais lui glisser quelques petits mots à l'oreille, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de ne pas faire ce que son père lui a dit à l'époque. David, dans les années 88-89, en sortant de Sciences Po, il était pris pour être lecteur de français en économie à l'université d'Édimbourg. D'accord. Et son couillon de père, Dieu et son âme, lui a dit « Mais non, ça sert à rien, tu cherches du boulot. J'aurais mieux fait de partir à Édimbourg parce que j'aurais eu une expérience d'1 an, tout frais payé, en Écosse, qui est un beau pays, qui est le pays de Simple Minds, qui était un groupe que j'aimais beaucoup. Et j'aurais sans doute dragué et profité de la vie. Et je n'ai pas eu le courage, la rébellion de le faire. Donc voilà ce que je dirais à David. Je lui dirais pars à l'étranger. Okay. C'est pour ça que j'aime les voyages et partir en week-end aujourd'hui. Du coup, on t'ajoute sur LinkedIn, on te suit sur LinkedIn, on te suit sur Instagram, on te contacte par ces moyens. Voilà. Je te remercie pour ce temps. J'ai oublié quelque chose. T'as un truc à ajouter, David? Non, je sais pas si on a parlé de l'essentiel, mais enfin bon. Bah écoute, j'ai apprécié en tout cas pouvoir parler de... En tout cas, j'ai répondu à tes questions. Hein. On s'est perdu un peu, mais enfin bon. Ce premier podcast en extérieur. Écoute, je referai peut-être ça avec quelqu'un d'autre. C'était une bonne idée, c'était un bon moment. Moi, je pense que c'est bien. Ouais. Ce qui est relou, c'est que j'ai pas pris de notes, donc du coup, voilà, il va falloir que tu vas être obligé de t'écouter. Ouais. Me fader David Abiker une deuxième fois, comme diraient tes amis marseillais. Je te remercie, David. Salut Mathieu. À tous, je vous remercie d'être toujours ici et je le dis à chaque fin d'épisode parce qu'il y en a qui restent jusqu'au bout souvent. N'oubliez pas de noter ce podcast sur iTunes, c'est important. Et puis de le partager à tout le monde. À chaque fois, on a des invités différents, donc qui peuvent intéresser des personnes différentes. Et voilà. Et surtout, je voudrais aussi remercier beaucoup tous ces messages que je reçois. Tellement sympathique, c'est hyper touchant. Je suis pas du tout habitué à ça, contrairement au grand David Abiker qui est devant moi. Je dis grand parce qu'il fait 1m90 évidemment, mais ça me fait quelque chose vraiment. Donc merci à tous pour tout ça. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast
sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.